Vous avez peut-être entendu parler alors McFly et Carlito, c'est deux créateurs de contenu qui vraiment font partie des gros piliers avec 7 millions d'abonnés sur YouTube. C'est vraiment une grosse machine. Donc ils sont plutôt sur le divertissement, plutôt sur l'humour. Et en fait, ça fait peut-être 3-4 mois qu'ils sont un peu dans la tourmente en ce moment, je l'avoue. Pour deux raisons, parce qu'en fait, je pense que le public en fait est en train de se lasser de l'humour de McFly et Carlito, parce que mine de rien, en fait, ils sont là depuis quand même un petit moment. Puis ils vieillissent, le public vieillit aussi, donc en fait, ils sont doucement en train de se faire remplacer par la jeune génération. Et là, il y a eu une dernière polémique en fait autour de McFly et Carlito, parce que dans une vidéo, donc vous voyez dans les vidéos YouTube, vous allez avoir parfois des marques qui vont sponsoriser un peu les vidéos. Et là, ils ont choisi de faire une petite collaboration avec une banque en ligne qui s'appelle Vibe, alors que moi je connaissais pas du tout. Je sais pas si tu connais toi, Kevin, mais en tout cas c'est une banque en ligne qui permet un peu comme les néobanques Revolut, N26, etc. d'ouvrir un compte bancaire très facilement en fait. Et cette vidéo YouTube, elle a vraiment mis le feu aux poudres sur la carrière de McFly et Carlito, parce que tout le monde a commencé à se plaindre en fait justement de la qualité de leur sponsoring, etc. Et il faut savoir que McFly et Carlito, en fait, ils vont parler à un public qui est quand même entre 16 et 20, grand max 22 ans. Donc le choix des sponsoring, le choix des partenariats, ça peut avoir quand même une grosse influence sur ce qu'on fait, parce que est-ce que c'est vraiment judicieux de faire d'accepter l'argent d'une banque pour pouvoir faire la promotion d'une banque à un public super jeune? Ça fait un petit peu, ça donne ce côté un peu youtubeur, tenez regardez, je prends de l'argent là où il y a à prendre de l'argent. Ouais, je pense que c'est ça le fond du problème en fait. C'est ça le fond du problème, je pense, dans cette histoire de sponsoring, c'est que vous avez un truc qui est hyper précieux dans votre business et dans votre vie. Bien évidemment, c'est le temps que vous allez investir sur telle ou telle partie de votre business, de votre activité ou de votre vie. Mais la deuxième partie aussi, c'est l'audience et les personnes qui vous écoutent et leur temps in fine à ces personnes-là. Et quand vous allez prendre des produits bidons ou alors des produits que vous allez exposer de manière bidon juste en faisant un placement, les gens vont le voir en fait. Et ça va rendre le truc hyper poussé, hyper chiant. Et c'est le cas avec beaucoup d'influenceurs. Je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y a eu une sorte d'explosion un petit peu d'une agence média marketing d'influenceurs sur Internet qui est en train de littéralement se casser la gueule parce que leur contenu c'est de la merde, leur sponsoring c'est de la merde, ils prennent des produits qu'ils n'ont jamais vus de leur vie, ils le placent devant la caméra et ils disent « oui, moi je l'utilise, c'est super bien, c'est canon ». Alors qu'ils l'ont jamais vu en fin de compte le truc. Ils l'ont juste découvert, sorti du carton il y a 3 minutes, ils n'ont jamais expérimenté le bordel et ils le recommandent à leur audience. Et c'est un truc qui est hyper néfaste, ça flingue votre réputation et ça flingue également votre relation avec votre audience. Et c'est le dernier truc que vous avez envie de flinguer quand vous créez une audience sur Internet. Une audience et une réputation, ça met des années à se construire, mais ça met juste 5 secondes potentiellement à se flinguer avec une personne qui vous écoute, à qui vous allez recommander de la merde. Et ça, c'est un truc, il faut vraiment le chérir encore plus que votre gamin, que votre bébé. Il faut faire attention à ce que vous prenez comme produit, ce que vous partagez. Tout ça pour dire que le sponsoring, si jamais vous en faites bien attention à être quand même intimement convaincu du produit que vous allez présenter, que vous allez partager. Il y a eu des histoires comme ça avec Hanouna, si je dis pas de conneries, dans TPMP, où ils avaient des fois des voyages qui faisaient gagner comme ça, avec des partenariats qu'ils faisaient avec des boîtes, mais ces voyages étaient complètement bidons, ils n'existaient pas, et ils vendaient ça en prestation à la télé ou je sais pas quoi, ils en faisaient la pub en fait, et ils n'avaient pas vérifié correctement les équipes d'Hanouna, ils se sont fait littéralement trucider en fait. Donc faites très attention si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez une boîte qui revient vers vous pour vous demander, voilà, tu peux faire la pub de mon produit, demandez à voir le produit, demandez à le tester, demandez à le découvrir, demandez à le passer sur le grill avant de le montrer à votre audience pour ne surtout pas rompre cette relation que vous avez avec votre audience. C'est le truc qui a le plus de valeur au monde, cette relation que vous avez créée et que vous allez créer avec votre audience. Et puis il y a des choses, tu pourras jamais les anticiper sur les fails, parce que là on parle de choix des produits, on parle de sponsoring, etc. Mais il y a d'autres fails, je pense au fail par exemple alors si c'était un peu prévisible je pense, le fail avec Elon Musk et Twitter. Donc je sais pas si tu as entendu parler de ça. En fait,
Donc avant, il y avait une petite certification que tu pouvais avoir qui était un peu select, qui empêchait, donc c'est la petite pastille bleue que tu as à côté de ton nom sur Twitter. Et en fait, tu as Elon Musk qui s'est dit, tiens, on va rendre ça... on va rendre ça payant, c'est-à-dire que maintenant les gens vont pouvoir juste tout simplement acheter leur certification. Donc les gens se sont amusés donc à acheter, ça a coûté 8 € à la certification. Ils se sont amusés un peu à les acheter et à créer des faux comptes. Mais du coup, t'avais des faux comptes certifiés. C'était un non-sens, mais complet. Et t'as des comptes de gros laboratoires pharmaceutiques qui ont été comme ça, qui ont été créés. À cause de ça. Et qui ont été flingués, mais ça a eu une véritable incidence en fait sur leur activité économique. C'est-à-dire qu'en fait, je sais plus quel groupe en fait avait tweeté. Du coup, c'était un faux tweet, mais qui avait l'air vrai. Maintenant, ce vaccin va être gratuit. Et là, boum, le cours de la bourse qui chute. Et en fait, ils ont dévalorisé en le vendant comme ça, en le rendant aussi très peu accessible financièrement. Et vous voyez, c'est une manière aussi de créer de la rareté, mine de rien. Des fois, il y a des trucs, c'est un petit peu comme la reward de Wolfeo. Vous voyez, on a une reward ici qui est donnée à partir de 100 000 € et 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur la plateforme. Je ne sais pas si on la voit bien comme ça. Hop, je vais peut-être me décaler un peu. Donc 1 million et 100 000 € de chiffre d'affaires. Je me suis toujours posé la question est-ce que j'aurais pas un intérêt à offrir cette reward pour les personnes qui vont dépasser 1 000 € ou les personnes qui vont faire 10 000 € par exemple. Le problème, c'est que si on fait ça, ça va dévaloriser en fin de compte ce petit trophée qui est juste ici, et tout le monde l'aura. Et le fait de tous l'avoir, ça enlève toute la valeur et le prestige que ça peut avoir. Un peu comme le baccalauréat. Le baccalauréat aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, avoir un candidat avec un baccalauréat, ça veut rien dire. Tout le monde l'a. Ça a aucune valeur concrète et c'est un peu le cas aussi de bien d'autres diplômes derrière parce que bien souvent, il n'y a pas vraiment de choses concrètes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans le quotidien. Mais au-delà de ça, il est donné un peu trop facilement. C'est le cas avec les rewards, c'est le cas avec la YouTube Reward aussi qui existe, c'est le cas avec ce que tu viens évoquer sur l'aspect de la certification sur YouTube, enfin sur Twitter, pardon. Et c'est un truc qui a été fait par Elon Musk. Alors, j'ai pas toutes les profondeurs de la raison pour laquelle ça a failli ou pas. Le truc, c'est que visiblement Twitter est en train de galérer financièrement. Ça a été racheté par Elon Musk il n'y a pas longtemps. Et il a besoin de faire de l'argent quand même assez rapidement pour rentabiliser ça et rassurer un peu les investisseurs qui sont aussi derrière avec lui. Et effectivement, voilà, il a testé des choses. Ça fait partie aussi des échecs, même sur les grands leaders un petit peu comme vous avez d'Elon Musk qui sont des milliardaires. Ils font aussi des tests. Des fois, ils font des fails volontaires aussi. Faut pas se faire avoir. Des fois, c'est aussi des fails qui vont être volontaires pour créer un peu le buzz et créer de la publicité. Mais ouais, c'était aussi un des bad buzz qui a effectivement eu lieu il n'y a pas longtemps et c'est un peu frustrant. Il y a un autre bad buzz, surtout fail qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est un autre fail avec Cyprien, que vous connaissez peut-être un petit peu. Gros youtubeur. Alors je sais pas si vous avez vu ça, mais je sais pas si je peux le retrouver d'ailleurs sur Twitter. Mais en gros, il a fait une sorte de mini-film de 15 ou 20 minutes, si je dis pas de bêtises. Et donc ce film, en fait, il a fait un flop. Personne n'était vraiment très motivé à le regarder et très intéressé à le regarder. Et je pense que ça peut être intéressant peut-être d'en parler rapidement parce que des fois, il y a un flop que vous allez avoir et il n'est pas pour les raisons de la création de ce contenu que vous avez créé. Ça peut être une histoire de temporalité aussi. Il y a un truc qui s'est passé avec son mini-film, c'est qu'il l'a posté en fait sur une période de l'année qui n'était pas forcément la plus propice. Si jamais je me trompe pas, c'était la période de l'année qui était aux alentours de Noël. Et du coup, il pensait qu'il y aurait du monde qui serait disponible pour regarder tout ça. Il s'est avéré qu'il n'y en avait pas autant que ça en fait. Il n'y avait personne qui était disponible à ce moment-là. Et nous, on l'a très bien senti. J'en ai parlé assez régulièrement avec ma sœur cette période de Noël parce qu'elle s'est lancée également sur YouTube il n'y a pas longtemps. Et c'est sa première fois où elle passe une période un petit peu de décembre, etc. Et c'est une période qui est relativement morte en fait. Et là où je veux en revenir, c'est que il a lancé ce projet-là. Et c'est pas parce qu'il a lancé ce projet qui a fait un flop que c'était un projet qui était nul en soi. C'est peut-être que des fois, il y a une composante, il peut y avoir une histoire de temporalité, de saisonnalité qui fait que ce projet, il devait être lancé plus tard. Moi, personnellement, j'ai fait des tonnes de flops dans ma carrière, comme beaucoup de personnes. J'ai fait un flop dans une formation il y a quelques années qui était une des meilleures formations que j'avais pu faire et pu créer. En tout cas, dans le contenu, dans ce que je pouvais partager, dans la valeur que ça pouvait apporter. C'était une formation qu'on avait vendue, je crois que ça fait 6 ans ou 7 ans, je crois,
qui était sur les conférences en ligne en fait. Donc c'est une formation, un programme pour apprendre à vendre en conférence en ligne, à faire des formations à vendre pardon en conférence en ligne, donc pas des formations mais des pures conférences en ligne. Et la formation, elle n'a pas eu le succès qu'elle devait avoir, quoi. Parce que moi je l'ai identifié comme ça, c'est que c'était pas le moment en fait sur mon marché. Les gens n'étaient pas prêts à suivre ce type de formation-là. Ils étaient trop encore en train de découvrir l'internet et du marketing. L'audience n'était pas encore mature et prête à entendre ces messages-là. On a relancé une formation assez similaire sur ces thématiques il y a quelques mois maintenant. Ça a été un super gros succès. Donc des fois, c'est une histoire de temporalité. Des fois, un truc que vous lancez, à ce moment-là, ça marchera pas. Et peut-être que dans 6 mois, ça marchera différemment parce que l'audience, le monde sera différent. Le monde de demain est différent de celui d'aujourd'hui. Le monde évolue au quotidien. Donc c'est peut-être un petit peu tout ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est aussi pour ça qu'on parle de ces fails parce que, mine de rien, ce qui est intéressant dans ces histoires de fails et d'échecs de tout un chacun, c'est qu'on peut aussi tirer des conclusions des échecs des autres personnes. C'est pour ça que tout à l'heure, Steve vous parlait de lire 15 bouquins. Lire 15 bouquins, c'est intéressant dans le sens où on peut apprendre aussi très rapidement des échecs, des apprentissages d'une autre personne en fait. Après, il faut s'en servir aussi parce que juste faire du bourrage de crâne intellectuel, on est d'accord, ça sert à rien. Mais de l'autre côté, l'avantage, c'est que vous allez gagner des années de vie. En écoutant un petit peu ces vidéos sur mes erreurs à moi personnelles ou celles de Steve, in fine, voilà, on gagne du temps à éviter de refaire ces erreurs-là. Donc, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de demain, et il sera encore moins le monde d'après-demain. Mais dans tous les cas, faut apprendre à vivre avec et évoluer en conséquence.